podcast Binge Audio. Dans le premier volet de nos épisodes consacrés aux enquêtes qu'ont menées nos confrères de Mediapart entre 2020 et 2021 sur la présence de militants néo-nazis au sein de l'armée française, on a fait ce terrible constat. En utilisant des outils accessibles à tous, les journalistes ont réussi à mettre la main assez rapidement sur des dizaines de cas de soldats arborant des tatouages, des symboles, des gestes on ne peut plus clairs sur leur positionnement politique et sur leur nostalgie énamourée du Troisième Reich. Un état des lieux terrifiant quand on sait qu'on parle d'hommes formés au combat et ayant accès à des armes adeptes d'une idéologie raciste, antisémite et ultra-violente. Le scandale paraissait tel, à la publication des 2 premiers volets de l'enquête en 2020, qu'on pouvait s'attendre à une réaction ferme et sans appel de la part du gouvernement et de l'institution militaire. Hélas, vous m'avez vu venir, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. C'est ce qu'on va voir dans ce second épisode qu'on a, comme le premier, le plaisir de fabriquer en partenariat avec Mediapart. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Je pense qu'on ne peut pas comprendre la réaction du ministère qui ne semble pas à la hauteur. Justine Brabant, journaliste à Mediapart, spécialiste des questions de défense. Si on n'a pas en tête l'énorme élément de contexte qui est les difficultés de recrutement de l'armée française en fait depuis plusieurs années. Et oui, moi c'est pas la première fois que ce soit sur des cas de néo-nazis ou par exemple sur des histoires de violences sexistes et sexuelles, etc. que j'entends, même si c'est jamais dit explicitement, où on comprend que les gens, oui, prennent des jours d'arrêt. Donc c'est les sanctions classiques quand on est militaire, 10, 20, 30, mais qui sont pas virés de l'institution parce que on entend cette petite musique de on en a trop besoin, et surtout en particulier quand c'est des cadres, en fait leur formation quand même ça a mis si longtemps, et puis ils sont pas si inefficaces sur le terrain. Oui, c'est vrai que généralement les nazis se prévalent d'un certain sens de la discipline, donc il y a ce truc un peu aberrant bien sûr et inacceptable, mais qui est un petit peu admis. Sur la réponse de l'armée à nos enquêtes, il y a 2 niveaux. Il y a dans un premier temps la communication. Sébastien Bourdon, journaliste au Monde. À l'époque, en 2020, il était pigiste pour Mediapart. Et de ce point de vue-là, l'armée, le ministère des Armées réagit assez fortement. Il y a Hervé Grandjean, le porte-parole du ministère des Armées, qui donne un certain nombre d'interviews. Il y a Florence Parly, la ministre des Armées de l'époque, qui réagit au cours de ces différentes prises de parole. Les positions qui sont exprimées par ces représentants de l'armée ou du ministère des Armées sont des positions assez fortes, assez fermes, qui assurent que des sanctions vont être prises, que des enquêtes vont être menées, et donc qu'il va y avoir réaction, et que ça n'est évidemment absolument pas normal d'avoir des néo-nazis au sein de l'armée française, qu'ils n'ont pas leur place au sein de l'armée française. Bref, la communication de l'armée se met en place, et de ce point de vue-là est assez claire et tout à fait honorable, pourrait-on dire. Nous ne voulons pas de cela dans nos rangs, et j'y veillerai. Et vous pouvez tout à fait compter sur moi. On a globalement la moitié qui font l'objet d'enquêtes, de sanctions. Et qui vont être sanctionnés. Évidemment, il y a des sanctions lourdes seront prises. J'ai pas de doute sur le fait que ces personnes-là ne feront plus partie du rang des armées dans les prochaines semaines. Ce sont des cas qui sont heureusement extrêmement rares, mais ce n'est pas parce qu'ils sont rares qu'on ne doit pas y prêter une grande attention et ne pas prendre de sanctions. Moi, j'avoue que j'avais été très surpris et très agréablement surpris dans un premier temps. Mathieu Suc est journaliste à Mediapart, spécialiste des questions de justice et de renseignement. On a l'habitude à Mediapart, quand on sort des enquêtes sur des institutions, que les institutions ferment un peu le banc, circuler, il n'y a rien à voir. Et là, on a Florence Parly qui va dans les médias pour répondre. On a le chef d'état-major, c'est Lecointre qui avait une parole assez forte déjà, et qui vient dire des mots où très sincèrement on se dit disons, l'armée ça change. Voilà, on aimerait bien même des fois à Mediapart que certaines administrations s'en inspirent, parce que voilà, c'était pas dans la demi-mesure. Il y avait ce côté, il minimisait certaines choses, mais ça à la limite j'ai envie de dire sans mauvais jeu de mots, c'est de bonne guerre. Ce dont on s'est rendu compte a posteriori, ou disons au fur et à mesure de nos enquêtes, puisque entre la publication du premier volet à l'été 2020 et la publication du dernier volet en décembre 2021, il y a donc grosso modo 1 an et demi qui passe. Et donc,
quand on publie notamment la 3e enquête, on a du recul sur ce qui s'est passé sur les suites de nos premières enquêtes et de nos premières révélations. Et c'est là où, pour le coup, on constate, et c'est ce sur quoi on angle le 3e volet, on constate une différence assez marquante, un écart assez marquant entre la communication et les réactions officielles et les prises de position officielles, notamment de la ministre des Armées, Florence Parly, et les conséquences réelles sur la carrière des militaires qu'on a identifiés, puisque sur cette 60aine de cas, il y en a, à notre connaissance, uniquement 4 qui ont été renvoyés de l'armée. C'est vraiment les cas soit les plus graves et les plus indéfendables, soit des cas où ça coûtait pas grand-chose à l'armée de virer ces soldats-là. Mais le fait est que pour la majorité d'entre eux, ils n'ont pas été renvoyés de l'armée et pour un certain nombre d'entre eux, les sanctions ont été extrêmement légères puisque, en l'occurrence, il y a un des militaires, on apprend de mémoire qu'il a écopé de 20 jours d'arrêt. À savoir que 20 jours d'arrêt, moi, j'étais assez naïf quand j'ai entendu ça. J'avais encore cette vision très fantasmée de 20 jours d'arrêt, c'est 20 jours de prison, quoi, dans une caserne. En fait, 20 jours d'arrêt, c'est pas du tout ça. 20 jours d'arrêt, c'est 20 jours où le militaire effectue son service normalement, mais simplement, en gros, il n'a pas le droit de sortir de sa caserne le week-end et à peu de choses près, on lui confie son téléphone. Enfin, c'est vraiment être collé à l'internat, quoi. Ça, c'est la punition qui a été donnée à des militaires néo-nazis au sein de l'armée française. On a l'impression que, en haut de la hiérarchie et au ministère, il y avait un moment, c'est inadmissible, il faut qu'on cogne, et que quand ça redescendait, oui, il va falloir qu'on... Oui, là, déjà, on est en manque, et puis lui, non, il n'est pas mauvais sur le terrain. Bon, il se prenait un blâme, et on passait à la suite. Et c'est ça qui s'est passé, et c'est une résistance, et qu'on a de plus en plus chroniquée. En fait, à la fin, on termine sur que fait l'armée et que fait le ministère. Parce que sur 1 an et demi, on s'aperçoit qu'il y a 3 fois rien. On est passé d'une enquête pour identifier des gens, démontrer qu'ils étaient néo-nazis, à une enquête pour expliquer en quoi les réponses de l'armée étaient inadaptées et pourquoi subsistait d'énormes questions sur la raison pour laquelle ils n'arrivaient pas à les sortir des rangs. Ils nous disent dans un premier temps, et comme ils disent très régulièrement, ce sont des individus isolés, des cas, machin. Une première enquête, on en trouve 10, une deuxième enquête, on en trouve 50, ça fait une 60aine. Déjà, c'est plus que les chiffres officiels, les chiffres de la DRSD, qui est le service de renseignement chargé d'avoir l'œil sur une éventuelle radicalisation dans les forces armées. Eux, ils disent, je sais plus, en 2018 ou 2019, ils comptent une 60aine, mais incluant des cas, ils disent en majorité des cas de radicalisation pour islamisme. Donc ça veut dire qu'ils sont sans doute à quelques dizaines, grand maximum, pour identifier des gens d'extrême droite ou néo-nazis. Nous, en source ouverte, avec nos petits moyens, qui ne sont pas des moyens d'un État, on en trouve déjà une 60aine. Donc, à notre sens, on ne peut pas dire c'est un cas isolé. C'est pas un cas isolé non plus, parce qu'il y a quand même une sorte d'ambiance presque un peu culturelle, moi je trouve, dans l'armée française. Ça fait des années qu'on dit que dans des écoles de formation militaire en France, il y a des bizutages avec des références néo-nazis. Pour nous, c'est plus presque un effet de groupe que des gens isolés. Deuxième chose, ils disent c'est du folklore. Et non, on s'emploie à montrer que ça s'est doublé de passage à l'acte régulièrement, à la fois dans les gens qu'on a trouvés, mais par le passé, on l'écrit, on retrouve au moins 5-6 cas où des gens qui avaient des accointances néo-nazis sont passés à l'acte, soit en allant tabasser des personnes racisées, soit voilà. Et puis surtout, ça nous intéresse aussi cet argument de l'armée selon lequel il y a plusieurs cas dans lesquels les gens ont fait sans connaître la référence exacte. Donc ça, c'est un argument qui est revenu au moins 2 fois ces dernières années par l'armée française. En 2013, lors d'une opération française en Centrafrique, il y avait un parachutiste français qui portait un écusson. Mon honneur s'appelle fidélité, la devise des SS. Et l'armée française nous dit, élément de langage typique qu'on a encore entendu dans notre enquête, ils ne connaissaient pas la référence. Or, nous, on l'a retrouvé sur les réseaux sociaux grâce à des documents internes à l'armée française qui nous ont permis de l'identifier. Il se trouve que le monsieur avait liké au moins 8 groupes fans des troupes blindées allemandes, du Troisième Reich et tout ça. Donc, je pense qu'il avait la référence historique. L'argument, il avait été avancé aussi une deuxième fois à propos de garçons qui avaient fait des quenelles devant une synagogue aussi et qui, en fait, soi-disant connaissaient pas la référence. Et en fait, on les a retrouvés 1 an plus tard. Ils se battaient dans le Donbass avec beaucoup d'autres gens d'extrême droite. Donc, probablement, ils savaient ce que c'était une quenelle. Un des militaires, par exemple, qu'on avait identifié, un certain Alan V., qui était dans un régiment de chasseurs alpins. Il avait la devise de la SS tatouée sur l'avant-bras. Ce monsieur donc, a été renvoyé, c'est un des rares qui a été renvoyé de l'armée suite à la publication de notre enquête. On raconte ça dans nos articles.
le père de ce militaire nous contacte en expliquant que justement son fils est jeune, qu'il a fait une erreur, qu'il est sous l'influence d'un autre militant d'extrême droite, par ailleurs également militaire, qu'on a identifié également, et donc que en gros c'est une erreur de jeunesse et que non, son fils n'est pas vraiment nazi, etc. Bon, moi je veux bien accorder le bénéfice du doute à ce Alan et je veux bien croire son père sur parole au moment où il écrit, où il écrit ce message. Ce Alan, depuis, il est parti se battre en Ukraine et il s'est surtout fait tatouer un paquet d'autres tatouages on ne peut plus explicitement néo-nazis. Il y a des photos de lui maintenant à l'appel où il fait des saluts nazis, où il s'affiche avec des croix gammées, des Totenkopf, etc. Donc s'il n'était pas sincèrement néo-nazi à l'époque où il se fait tatouer la devise de la SS sur le bras, il a clairement pas fait son mea culpa depuis, et pour le coup, il est devenu sincèrement néo-nazi maintenant. Par ailleurs, ce militaire victime, entre guillemets, de notre première enquête, celui qui parce que sans grade et sans rien, et qui vient d'arriver, va être viré très vite, va se faire interpeller il y a 1 an ou 2, en retour d'Ukraine. Il a été combattre là-bas, et il rentre avec un de ses amis, avec des fusils d'assaut. Ce qui est quand même... voilà, c'est assez glaçant quand on sait que les services de renseignement s'inquiètent, comme il y a pu avoir le cas aussi en Syrie, des revenants qui ont pu avoir combattu, qui peuvent avoir souffert de PTSD, des troubles post-traumatiques, parce que la guerre, parce que on comprend tout ça. Vous avez quelqu'un qui... un adepte de l'idéologie néo-nazie, qui se réfère à la SS et qui rentre avec un fusil d'assaut en France. Bon, c'est une question éminemment problématique et éminemment contemporaine, enfin, dont on va avoir malheureusement, je pense, encore à traiter. Dernière chose qui nous a étonné quand même sur les réponses de l'armée française, c'est anecdotique, mais ça nous a paru très très significatif, c'est que l'armée française a littéralement copié-collé les éléments de langage qu'elle a utilisés pour nous répondre. C'est-à-dire que quand ils ont commencé en réponse à notre première enquête, la première enquête où on a trouvé 10 cas, il y a un porte-parole d'un des régiments concernés qui a dit « Notre régiment est le reflet de la société, on n'est pas exempt d'individus qui prennent malheureusement la voie de l'extrémisme. » Quelques jours plus tôt, le ministère des Armées nous disait à nous, à Mediapart, « Les armées sont le parfait reflet de la société. La défense n'est malheureusement pas exempte en son sein d'individus qui prennent la voie de l'extrémisme. » Donc, c'est-à-dire quand même à 3 mots près la même chose. Et ce qui nous a encore plus étonnés, c'est qu'en cherchant ces petits éléments de langage, ça nous prouve juste que le régiment a copié un peu les éléments de langage du ministère. Bon, mais en fait, 3 ans plus tôt, le même ministère des Armées répondait cette fois sur des cas de radicalisation djihadiste. Les armées sont le parfait reflet de la société. La défense n'est malheureusement pas exempte en son sein d'individus qui prennent la voie de l'extrémisme religieux. Donc ils ont enlevé religieux, extrémisme, point. Mais donc, on s'est dit, c'est quand même remarquable qu'on ait plein de déclarations de Florence Parly, qui était ministre à l'époque, et qui nous disait ces cas sont très, très, très graves et inacceptables, et on va les chasser, les gens qui se sont engagés là-dedans, mais que visiblement, ce soit pas un sujet qui vaille la peine même d'un nouveau communiqué. Et si ça n'était pas suffisant, et si vous vous disiez que finalement on ne pouvait guère attendre mieux d'une institution conservatrice comme l'armée, sachez que d'autres pays, pas plus progressistes que le nôtre, ont eu affaire à des situations similaires et n'ont pas réagi de la même façon. C'est le cas par exemple de l'Allemagne. En fait, il y a eu des révélations en Allemagne, mais qui dataient peut-être d'1 ou 2 ans avant les nôtres, à propos des révélations sorties dans la presse, à propos d'une compagnie des forces spéciales allemandes, où il y avait effectivement des vrais problèmes d'accointance avec l'extrême droite néo-nazie, et aussi peut-être potentiellement des problématiques de comportement sur le terrain, ou de détournement d'armes, il me semble. Et là, pour le cas, la réaction avait été tout à fait différente de la réaction française, puisque là, ils ont carrément dissous en fait la partie concernée de compagnie des forces spéciales, sachant que si on regarde ça avec des yeux un peu des RH d'une armée, les forces spéciales, c'est des gens qui prennent des années à être formés, qui sont censés être l'élite, etc. de l'armée. Donc pour les mettre à pied, il faut vraiment qu'ils aient fait des choses extrêmement graves. Et en Allemagne, en l'occurrence, ils n'avaient pas
tergiversé, et c'était intéressant parce qu'ils avaient même, en fait, dans le rapport qui avait conduit à dissoudre cette unité, je crois que c'était des députés allemands, des responsables en tout cas des gens des autorités allemandes, avaient aussi dénoncé l'espèce de, je sais plus l'expression qu'ils utilisaient, mais de culture du secret autour du fait qu'il y ait des gens dans les armées européennes en 2020-2025 qui puissent encore être fascinés par ces idéologies-là et rester en poste. Et donc la différence était assez spectaculaire. Les personnes donc, de l'armée que vous avez identifiées notamment, c'est essentiellement des militaires du rang et des sous-officiers. Il n'y a pas d'officiers. Est-ce que ça veut dire que les officiers sont plus malins dans leur communication sur les réseaux sociaux et font plus attention si jamais ils devaient avoir des sympathies du même type? Ou est-ce que ça veut dire que c'est des adhésions qui sont réservées à ces hommes du rang? Alors, je ne veux pas faire du journalisme fiction et trop m'avancer. Il n'y a pas, en effet, dans les trois volets de notre série d'enquêtes d'officiers. Disons qu'on ne peut pas exclure qu'il y en ait, et on ne peut pas exclure qu'il y aura tôt ou tard d'autres enquêtes qui montreront qu'il peut y avoir des officiers néo-nazis au sein de l'armée française. Je ne peux pas en dire beaucoup plus, mais j'ai déjà vu en tout cas des éléments qui restent à recouper, à vérifier, mais qui laissent penser qu'il y a pu en avoir ou qu'il y en a peut-être à l'heure actuelle. Ce qu'on peut supposer de ce point de vue-là, c'est qu'en effet, les officiers, compte tenu de leur fonction, compte tenu de leur grade, ont, disons, si tant est qu'ils soient néo-nazis, la jugeote de pas forcément l'afficher sur les réseaux sociaux et encore moins sur des profils publics. Les profils qu'on avait pu identifier de ce point de vue-là et en raison de la méthodologie même de l'enquête ne sont malheureusement, je suppose, que la pointe émergée de l'iceberg et ceux qui ont eu soit le manque de jugeote, soit qui avaient un sentiment d'impunité tel qu'ils ont pensé qu'ils pouvaient, sur les réseaux sociaux, sur des profils publics, s'afficher et afficher à la fois leur appartenance à l'armée française et à la fois leur adhésion à des idées néo-nazis. On peut supposer qu'il y en a potentiellement un certain nombre d'autres qui sont et dans l'armée et néo-nazis, mais qui simplement se disent que c'est peut-être pas une très bonne idée pour leur carrière d'aller mettre des selfies d'eux sur Internet en train de faire du salut nazi. Ça me semble être quand même du bon sens. Le sentiment qu'on peut avoir, et c'est un sentiment, mais c'est que parmi un peu toutes les familles de l'extrême droite ou de l'ultra-droite présentes dans les armées, il y a quelque chose de les accointances néo-nazis plutôt constatées chez des soldats du rang ou des sous-officiers, et culturellement plutôt chez les officiers ou très haut gradés de l'extrême droite, plus traditionnaliste, qui est moins de l'accointance néo-nazie explicite. Après, c'est plus difficile aussi d'enquêter dessus, parce que le milieu des officiers supérieurs en particulier est extrêmement fermé, peut-être a plus de réflexes de protection de ces, dès qu'on est officier, on est quand même sensibilisé plus sur fermer ses réseaux sociaux, etc. Et puis il y a des choses qui sont aussi plus difficiles à exprimer parce qu'elles sont aussi tout simplement pas pénalement répréhensibles en soi. Après, on sait, sans partir sur des choses punies par la loi, mais on sait qu'il y a une surreprésentation de l'extrême droite dans l'institution, mais c'est vrai qu'elle se décline selon les profils des militaires, elle se décline, c'est des familles d'extrême droite un peu différentes. En relisant ces enquêtes, un nom ne cessait de me trotter dans la tête, celui de Loïc Lepriol. Vous vous en souvenez peut-être, on en a déjà parlé dans Programme B. Loïc Lepriol, c'est cet homme, ancien militant très actif du GUD, qui a un temps été militaire avant d'être impliqué dans des affaires judiciaires, notamment le passage à tabac filmé d'un de ses anciens camarades d'ultra-droite, affaire pour laquelle il a été condamné à 2 ans de prison ferme. Et surtout, son nom est au cœur d'un dossier de meurtre, celui de l'ex-rugbyman Federico Martin Aramburu, tué par balle en plein Paris et dont Lepriol est suspecté d'être l'assassin. Il sera d'ailleurs jugé pour ça aux assises. L'affaire date de 2022, 1 an après les révélations de Mediapart, et elle vient quelque part confirmer tout ce qu'on y trouvait à l'époque sur la dangerosité de ces profils. C'est vrai que de ce point de vue-là, le cas de Loïc Lepriol, même si en effet il ne fait pas partie des militaires sur lesquels nous on a enquêté dans le cadre de ces enquêtes, il est assez emblématique. C'est un militant d'extrême droite, un des cadres du GUD, du groupe Union Défense, dans la première moitié des années 2010. Il est connu des services de renseignement pour ça. Pour autant, ça ne l'empêche pas de rejoindre l'armée. En l'occurrence, il rejoint même l'unité des forces spéciales.
Il sert au sein de l'armée française dans le cadre de l'opération Serval de mémoire au Sahel entre autres. Il est également déployé à Djibouti. C'est pas très très clair, en effet, on n'a pas toutes les informations, en tout cas moi je les ai pas toutes sur réellement son parcours au sein de l'armée et tout ce qui s'est passé, mais le fait est qu'il a en effet fini par quitter l'armée. A priori, de mémoire, on lui a reconnu un syndrome de stress post-traumatique. Un certain nombre d'années plus tard, en 2022, il est sous le coup d'un contrôle judiciaire qui, entre autres, lui interdit d'avoir une arme sur lui, et il est vraisemblablement, puisqu'il est toujours présumé innocent en l'attente du procès, impliqué dans la mort de Federico Martiri Aramburu à Paris, puisqu'il lui aurait tiré dessus à plusieurs reprises à l'aide d'une arme à feu. Il est en cavale ensuite et il tente de partir en Ukraine. Il est interpellé à la frontière, mais oui, ce cas est assez emblématique ou assez révélateur potentiellement des risques qui peuvent être liés à la présence de néo-nazis au sein de l'armée française. Il coche toutes les cases, et par ailleurs, il y a quelque chose d'autant plus emblématique et qui justifie, s'il y avait besoin, ces enquêtes, c'est que le Priol, c'est la preuve de ce qu'on craint, c'est-à-dire que le tabou de la mort est tombé. Quand on regarde les mouvements d'extrême gauche radicale, on est sur actuel. On a eu du terrorisme d'extrême gauche il y a longtemps, qui a pu être mortel. Là, on est sur de la contestation sociale, éventuellement un peu violente, mais voilà, ça reste dans un cadre assez circonstancié. Le Priol, on tue, et le Priol, il n'y a pas de motif politique. C'est du droit commun. Ce qui est presque encore plus inquiétant, c'est-à-dire que si vous en êtes à tuer des gens pour n'importe quoi, si vous en êtes là, quand le motif politique est de haine et le discours ça peut vous pousser encore beaucoup plus loin. Merci à Justine Brabant, Sébastien Bourdon et Mathieu Suc pour leurs réponses. Merci à Mediapart pour sa confiance. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex, réalisé par Paul Berthiaud. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler, et à très vite pour un nouvel épisode.